Je suis écossais, né à Édimbourg, dans un quartier ouvrier de parents mixtes, puisque ma mère était écossaise et mon père anglais. Je ne viens pas de la tradition nationaliste, au contraire, les nationalistes n'étaient pas terriblement bienvenus dans mon milieu familial, ni dans mon quartier. Pour tout vous dire, j'y reviendrai sur les guerres tribales politiques en Écosse. J'ai beaucoup écrit sur la Grande-Bretagne plutôt du point de vue marxiste, et je suis comme beaucoup des gens de ma génération venus à des positions indépendantistes assez tardivement. Voilà. Alors je vais essayer d'évoquer brièvement donc la question nationale en Écosse. Parler de la question nationale, c'est nécessairement parler du Parti national écossais, même si ça ne se réduit pas au Parti national. Donc je vais évoquer 3 moments dans l'histoire du nationalisme, du Parti national, les débuts du Parti national dans les années 30, ce qu'on pourrait appeler la longue marche vers le pouvoir qui commence à la fin des années 60 et qui vient jusqu'à la période la plus récente. Et puis dans un 3e temps, j'évoquerai la situation actuelle qui, à beaucoup de points de vue, est assez surprenante pour les observateurs de la situation à la fois britannique et écossaise. Je parle bien sûr de la situation suite au référendum sur le Brexit. Alors pour démarrer donc les débuts du nationalisme écossais, l'Écosse arrive tardivement à la question nationale. Si on compare à l'Irlande, où la question nationale est déjà vivace, vivement discutée et soutenue dès la deuxième moitié du XIXe siècle, fortement théorisée à la fin du XIXe siècle, de plus en plus active politiquement au début du XXe, avec des échecs et des réussites. L'Écosse viendra un peu plus tardivement. Il faut attendre l'entre-deux-guerres, la fin des années 20, pour que le premier parti revendiquant l'indépendance de l'Écosse soit fondé. C'est en 1928, avec la fondation du National Party of Scotland, le NPS, qui est un groupuscule essentiellement animé par des sympathisants écossais du Sinn Féin, donc de la République irlandaise, du mouvement républicain irlandais. Il n'y en a pas beaucoup, des poètes, des écrivains, qui vont se joindre quelques années plus tard à un autre groupuscule conservateur, celui-là, qui s'appelait le Parti écossais, the Scottish Party, pour finalement fonder ce qu'on connaît aujourd'hui, le parti qui occupe l'espace nationaliste en Écosse, qui est le Parti national écossais, donc qui a été fondé en 1934. C'est un parti donc qui va habiter longtemps sur les marges de la vie politique écossaise et britannique. Vous allez comprendre pourquoi assez rapidement. Je prendrai 2 exemples des figures les plus en vue du nationalisme écossais des années 30. Le premier s'appelle Andrew Duer Gibb. Il est avocat, ancien aide de camp de Churchill pendant la Première Guerre mondiale, militant conservateur, qui va rejoindre la cause nationaliste en 1934, et effectivement va diriger le Parti national écossais de 1936 à 1940. Si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez consulter la correspondance de Duer Gibb à la Bibliothèque nationale d'Écosse, que j'ai fait plusieurs années de suite, et vous découvrirez la face sombre du nationalisme écossais naissant. Duer Gibb est un homme haineux, il déteste les Irlandais en premier, il déteste les Juifs, il déteste les Anglais. Et il le consigne par écrit
pendant toutes les années 30. D'ailleurs, à la fin des années 30, il est suivi de près par la police britannique, puisque soupçonné de sympathie pour le régime nazi, ce qui s'avère être effectivement le cas lorsque vous lisez sa correspondance, en particulier avec le médecin londonien pro-nazi Dr. Rug Gunn, qui finançait le Parti national écossais à l'époque. De l'autre côté, puisque c'est un parti extrêmement hétéroclite, de l'autre côté de la barrière, si vous voulez, vous trouvez l'écrivain le plus marquant des années 30 en Écosse, non seulement en Écosse, peut-être en Grande-Bretagne. C'est un des grands écrivains britanniques des années 30 qui s'appelait Christopher Murray Grieve et qui se faisait appeler, puisqu'il trouvait que son nom n'était pas assez écossais, Hugh McDermott. Hugh McDermott, c'est un soutien au républicanisme irlandais. Il disait dans les années 30 qu'il regrettait de ne pas avoir pu assister à l'insurrection de Pâques à Dublin en 1916. Ceci étant dit, à la fin des années 20, il écrit un papier où il explique qu'il faudrait que les Écossais prennent exemple sur ce qui se passe ailleurs en Europe, et son papier s'intitule « Pour un fascisme à l'écossaise ». C'est un homme de contradiction, McDermott. Il est pour Sinn Féin, il est attiré par le fascisme, il est effectivement membre fondateur du Parti national. Il va quitter le Parti national pour rejoindre le Parti communiste de la Grande-Bretagne, dont il va être expulsé pour déviationnisme nationaliste. Et il va être un des rares intellectuels britanniques à réadhérer au Parti communiste britannique en 1956. McDermott faisait écrire sur sa tombe, c'est en écossais, je suis désolé, je traduirai, un couplet d'un poème qu'il avait écrit. I'll hae nae halfway hoose, but I be war extremes meet. Oui, vous connaissez l'anglais, mais pas l'écossais. Voilà. Je ne prendrai jamais le chemin du milieu, je serai là toujours où les extrêmes se rencontrent. Donc, deux figures marquantes du nationalisme écossais qui expliquent peut-être, sans aller plus loin, pourquoi le Parti national écossais a habité sur les marges de la vie politique britannique pendant de longues années. Le SNP a eu une vie grupusculaire au moins jusqu'aux années 60. Et c'est là le deuxième moment que je voudrais évoquer, c'est-à-dire la percée politique du Parti national écossais, où non seulement le Parti national écossais va commencer à marquer le paysage, le champ politique écossais, mais va se réinventer. Va surtout se réinventer par rapport à ces premières années qui sentaient le soufre ou les œufs pourris, c'est comme vous voulez. Là, à partir des années 60, vous avez évoqué les luttes nationales dans les pays colonisés. C'est un des exemples qui va être utilisé par les théoriciens nationalistes pour réinventer le nationalisme en Écosse. Un nationalisme qui va se réinventer, y compris politiquement, se situant clairement à gauche, dans l'échiquier politique. Il faut se remettre dans la Grande-Bretagne des années 70 pour comprendre comment les nationalistes ont eu un espace pour s'épanouir. On est en pleine crise économique et sociale, fin des années 60, fin des années 60, début des années 70. Il y a une combinaison mortifère
de chômage et d'inflation. Les deux partis dominants britanniques, les travaillistes et les conservateurs, semblent incapables de venir à bout de ce qu'on pouvait appeler la crise britannique. Il y avait ses spécificités. Rappelez-vous, il y avait aussi une guerre civile en train de se dérouler dans le nord de l'Irlande. Donc une situation de crise, et c'est dans cette situation de crise que des alternatives politiques semblent pour la première fois peut-être crédibles. C'est le cas pour l'Écosse, où le Parti nationaliste, le Parti national écossais, pendant 20 ans, va en fait carburer sur les échecs des deux autres partis dominants du Parti conservateur, les échecs ou la perception négative qu'avaient les Écossais des deux partis dominants. On ne peut pas dire que Margaret Thatcher c'était un échec, au contraire, c'est une des grandes victoires des néolibéraux que l'administration de Thatcher, mais Thatcher était détestée en Écosse, et on pourrait dire que c'est un des carburants majeurs au nationalisme, la période thatchérienne. J'ai assisté il y a quelques années à un débat à Édimbourg où la question c'était est-ce que Thatcher a eu un effet positif en Écosse, et le représentant du Parti national écossais qui était là défendait le oui. Elle avait eu un effet extrêmement positif parce que, effectivement, elle a permis à son parti de s'épanouir, de développer ses positions. Donc il y a, dans cette période d'avancée du Parti national, à la fois le rejet dans les années 80 du thatcherisme, et puis l'incapacité du Parti travailliste à répondre à l'attente de son électorat. C'est le cas dans les années 70, et c'est encore plus le cas lorsque Blair va arriver au pouvoir en 97. Donc on a cette longue période où le Parti national d'abord fait sa percée, 1974, le Parti national écossais obtient plus de 30% des voix écossaises lors des élections législatives, plus de 30% des voix. Et on peut dire que c'est à partir de ce moment-là que les autres partis se rendent compte qu'il y a un vrai problème et qu'il va falloir trouver une solution au problème écossais. Les deux partis au départ sont plutôt d'accord sur la solution qu'il faut apporter, à savoir l'autonomie. Les deux partis, je dis les deux, conservateurs et travaillistes, pensaient dans un premier temps que pour répondre à la menace nationaliste, il fallait accorder plus d'autonomie à l'Écosse, ce qui, pour ainsi dire, couperait l'herbe de sous les pieds des nationalistes. C'était compté sans l'arrivée de Margaret Thatcher en 1975 à la tête du Parti conservateur, et Thatcher était résolument, violemment opposée à la moindre autonomie pour l'Écosse. Elle considérait que donner de l'autonomie à l'Écosse, ça serait un pas sur la pente glissante vers, c'est l'expression qu'elle utilise, the slippery slope, sur la pente glissante vers l'indépendantisme. Ça me fait mal de dire ce que je vais dire maintenant, mais finalement, elle avait sans doute raison, Margaret Thatcher. Si on regarde maintenant les effets de l'autonomie, effectivement, c'est à partir du moment où il faut attendre pour qu'il y ait effectivement une institution autonome, un parlement en Écosse. Il faut attendre le départ des conservateurs. C'est en 1997 que Anthony Blair gagne les élections dans une des propositions phares pour essayer de redynamiser le soutien aux travaillistes en Écosse, un bastion qui a été un bastion travailliste. Il propose donc l'autonomie, la création du Parlement écossais. Si vous regardez les chiffres, ça a été une aubaine pour le Parti national écossais que la création du Parlement, puisque le Parti national écossais va de victoire en victoire au fur et à mesure qu'on avance dans la période de l'autonomie, à tel point d'ailleurs que après une dizaine d'années de gestion en Écosse par le gouvernement autonome,
travailliste et libéral-démocrate, en 2007, le Parti national écossais, pour la première fois, obtient une majorité relative des élus au Parlement d'Écosse. Et à partir de ce moment-là, 2007, le Parti national écossais devient le premier parti d'Écosse. Et augmente à chaque nouvelle élection législative au Parlement d'Écosse jusqu'en 2016 sa majorité. Donc l'autonomie non seulement n'a pas enterré la question nationale en Écosse, mais a eu plutôt l'effet contraire, c'est-à-dire ça a dynamisé la question nationale. Pour revenir brièvement, toujours dans cette période, sur la période thatchérienne, donc de 1979 à 1992, je pense qu'il y a un élément dans cette période-là dont il faut tenir compte pour comprendre la suite. Et cet élément, c'est que dans tous les sondages qui sont faits, toutes les enquêtes d'opinion qui sont faites en Écosse pendant cette période, on constate que le soutien à l'indépendance est de plus en plus partagé par l'ensemble de l'électorat et pas seulement par ceux qui se réclament du nationalisme. C'est-à-dire à la fin de la période, vous avez un tiers des électeurs qui se définissent comme travaillistes et qui sont favorables à l'indépendance de l'Écosse. C'est-à-dire l'impact de Thatcher va être d'étendre l'indépendantisme au-delà des rangs nationalistes. Et ça va avoir bien sûr un effet majeur dans la suite des affaires. Donc, pendant cette période, beaucoup d'entre nous qui écrivaient sur 5 minutes, ouais, je suis bavard. Non. C'est pour ça que je mets le PowerPoint. Voilà. Ouais, bon. Donc, ouais, j'ai perdu un peu le fil, c'est pas important. Oui. Une fois que je suis lancé, ça va, mais donc, oui, pour revenir sur, je disais. C'est l'augmentation de la part d'indépendantistes. Oui, alors. Ce que vous avez donc comme conséquence première de la période de gestion thatchérienne, c'est effectivement l'élargissement de la base de l'indépendantisme au-delà de l'électorat simplement nationaliste. Et ça va avoir des conséquences importantes dans la suite, c'est-à-dire lorsque les nationalistes considèrent que ils ont une base suffisante au sein de l'électorat écossais pour exiger un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Bon. On a beaucoup écrit sur ce référendum. Je vais essayer d'être bref sur ce qu'on a souvent décrit comme un échec des nationalistes. 40 en 2014, 45% seulement des Écossais qui ont voté pour l'indépendance, 55% qui ont voté contre. Il faut dire que les 45%, c'était le chiffre le plus élevé qu'on avait connu jusque-là dans le soutien à l'indépendance de l'Écosse, dans l'histoire du nationalisme en Écosse. Donc c'est à la fois, bien sûr, un échec pour les nationalistes. C'est un peu un piège, ce référendum, pour le dirigeant nationaliste qui a négocié avec Cameron, le Premier ministre britannique à l'époque. C'était un échec puisque Salmond, le Premier ministre écossais, souhaitait en fait un référendum à plusieurs questions et non pas un référendum pour ou contre l'indépendance. Et c'est les conservateurs, c'est le gouvernement conservateur britannique qui a imposé que le référendum soit un référendum oui ou non à l'indépendance. Salmond, qui n'est pas né de la dernière pluie, pensait qu'il se serait utile d'avoir au moins trois possibilités: le maintien du statu quo, l'indépendance ou des pouvoirs accrus au Parlement écossais. Parce que Salmond, comme la quasi-totalité des politologues qui travaillent sur la question, savent très bien que c'est cette option-là qui est fortement majoritaire en Écosse. L'idée que le Parlement d'Écosse devrait avoir plus
de pouvoir. Mais c'est de toute façon, et c'est une chose à retenir, le gouvernement britannique qui tient le pouvoir sur ces questions, c'est les conservateurs qui ont imposé le référendum à une seule question. Maintenant, pour aller très vite, la situation actuelle. Je vous ai dit que beaucoup d'entre nous qui regardent, qui écrivent sur l'Écosse depuis des années, considéraient que la marche vers l'indépendance, étant donné les résultats sur les 20 ou 25 dernières années, que la marche vers l'indépendance de l'Écosse était inexorable. C'est-à-dire que ce n'était pas la question de savoir si l'Écosse allait devenir indépendante, mais tout simplement quand l'Écosse allait devenir indépendante. Je pense que nos certitudes ont été un peu ébranlées par ce qui s'est passé depuis un an ou deux, en particulier ce qui s'est passé pendant et après le référendum sur le Brexit, c'est-à-dire ce qu'on a vu pendant ce référendum, même si, bien sûr, j'étais le premier à le dire, l'Écosse a voté 62% contre 38% en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Néanmoins, l'électorat nationaliste a été divisé sur cette question. Et ça a introduit un nouveau clivage qui a démobilisé une partie de ceux qui étaient fortement mobilisés sur la question nationale. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, suite au Brexit, et malgré le vote écossais en faveur du maintien au sein de l'Union européenne, vous avez de nouveaux clivages au sein du champ politique écossais, et en particulier, je conclurai avec ce détail, en particulier la redynamisation du Parti conservateur en Écosse, Parti conservateur qu'on considérait comme mort après la période thatchérienne, Parti conservateur qui aujourd'hui est perçu par une partie de la population de l'électorat écossais comme le meilleur garant d'un Brexit dur, et en même temps le meilleur rempart contre l'indépendantisme écossais. C'est-à-dire qu'on a de nouveau, et on n'a pas vu ça depuis des décennies, on a de nouveau des clivages extrêmement violents entre le camp unioniste et le camp indépendantiste, à tel point que dans les derniers sondages, il y a la confirmation que la question de l'indépendance ne mobilise plus. Il n'y a plus de mobilisation croissante autour de la question de l'indépendance en Écosse. Voilà. Merci.